En 1973, Manufrance employait 4000 personnes, cours Foriel, à Saint-Étienne, fabriquait 2 fusils de chasse français sur 3, expédiait 20 000 tonnes de marchandises par an et envoyait un catalogue de 846 pages dans 1 500 000 foyers, fusils robustes, vélos hirondelles, machines Omnia, bien faire et le faire savoir. Puis, décision après décision, tout a été défait. Un testament rédigé par Rancune qui a livré l'entreprise à la mairie. Une mairie qui ne pouvait pas licencier. Un premier ministre qui a dit « Manufrance, c'est fini ». Un repreneur qui a vendu l'immobilier en secret. Un magazine cédé à Bernard Arnault. Et 5000 fusils cachés par les ouvriers dans un entrepôt de banlieue parisienne. Le cours Foriel est toujours là, repeint, reconverti en campus et en parking surmonté d'un planétarium. C'est l'histoire du plus grand catalogue de France, de l'homme qui l'a construit pour prouver à sa mère qu'elle avait tort, et de la ville qui a perdu 50 000 habitants en essayant de le sauver. Pas une faillite, une mise à mort, administrée sur 10 ans en pleine lumière, par des gens qui avaient chacun une bonne raison. Chapitre 1. Le bon a rien de Sens. Cette histoire commence par une humiliation. Nous sommes à Sens, dans l'Yonne, au milieu des années 1870. Un gamin termine l'école professionnelle avec un certificat d'études et un diplôme de dessinateur d'imitation et d'ornement. Il a 14 ans. Son père, Pierre-Étienne Mimard, artisan armurier, vient de rentrer à Sens après une tentative parisienne ratée. La famille vit modestement, honorablement, dans l'ombre d'un métier qui se transmet de père en fils depuis des générations. Le fils, prénommé lui aussi Pierre-Étienne, on l'appellera Étienne, ne sait pas encore qu'il va construire un empire. Ce qu'il sait, c'est ce que sa mère vient de lui dire. La phrase a traversé un siècle et demi. Le biographe Gérard-Michel Thermeau l'a recueillie et elle mérite d'être entendue telle qu'elle, dans sa brutalité nue. « Je ne t'aiderai pas, tu n'es qu'un bon à rien. » On peut imaginer la scène. La cuisine, le tablier, le regard et l'adolescent qui encaisse. Ce qu'il fait de cette humiliation, dans les années qui suivent, ressemble moins à une revanche qu'à une obsession. Il part se perfectionner à Liège, capitale européenne de l'armurerie, où il apprend les techniques belges de fabrication. Puis, à la toute fin de 1883, il arrive à Saint-Étienne. Il a 21 ans. Il ne connaît personne. Saint-Étienne, en cette fin de siècle, est une ville noire, brûlante et inventive. On l'appelle la ville des 3 armes, l'arme, le sicle et le ruban. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, la MAS, née du regroupement de 9 fabricants en manufacture royale en 1764, devenue propriété d'État en 1838, vient d'être entièrement rebâtie entre 1863 et 1868 pour fabriquer le chassepot modèle 1866, puis le fusil Lebel modèle 1886. La passementerie fait vivre jusqu'à 40 000 personnes. Avant la crise des années 1880, on dénombre environ 7 000 ouvriers passementiers et 250 négociants fabricants. Le bassin houiller de la Loire, deuxième de France, emploiera jusqu'à 28 000 mineurs dans les années 1930. C'est une ville-usine, urbanisée nord-sud le long du Furan, cernée des monts du Forez et du Pilat, noircie par les crassiers, les terrils miniers qui dominent les toits comme des monuments à l'envers. C'est dans cette ville qu'Étienne Mimard est embauché, en mai 1884, dans la maison Martinier-Collin, une petite armurerie fondée en 1873. Et c'est là, dans un restaurant ouvrier du quartier, qu'il rencontre un homme qui va changer sa vie. Pierre Blachon est armurier, stéphanois de naissance plus âgé que Mimard de 6 ans. Il a 29 ans. Mimard en a 23. On ne sait presque rien de Blachon en dehors de ce repas de midi. Les sources taisent sa voix, son caractère, ses ambitions propres. Il sera le cofondateur que l'histoire oubliera, éclipsé par la stature de son associé. Mais ce jour-là, dans ce restaurant ouvrier, 2 hommes qui n'ont rien, ni capital, ni réseau, ni héritage, décident maintenant qu'ils vont acheter l'affaire qui les emploie.
Le 17 octobre 1885, quelques sources avancent le 10 novembre, mais c'est la première date que retient la mémoire officielle. Mimard et Blachon rachètent la Mama Chek, la maison Martinier-Collin, pour 50 000 francs or. Ils constituent une société en nom collectif baptisée Blachon, Mimard et compagnie. Ils ont 23 et 29 ans. Ils n'ont pas les fonds. Le Crédit Lyonnais, sollicité, refuse son concours. L'ironie est exquise. C'est le même Crédit Lyonnais qui, un siècle plus tard exactement, sera parmi les banques qui se retireront du dossier Manu France au moment de la liquidation judiciaire. En 1885, la grande banque lyonnaise ne croit pas en deux jeunes armuriers sans fortune. Ce sont donc les guichets d'une petite banque locale qui avancent les fonds. 50 000 francs or. Le prix d'une vie de travail d'artisan. Le point de départ d'un empire qui, à son apogée, emploiera plus de 4 000 personnes et expédiera 20 000 tonnes de marchandises bolas par an. Le bon à rien de sens vient de s'installer cours Foriel. Et c'est maintenant que commence le coup de génie. En 1880, 5 ans avant le rachat, la France a créé le colis postal à tarif unique. C'est une réforme administrative, technique, bureaucratique, le genre de décision que personne ne remarque au moment où elle est prise. Mimard, lui, la remarque. Il comprend immédiatement ce qu'elle signifie. N'importe quel chasseur d'un village perdu du Cantal, n'importe quel fermier de la Creuse, n'importe quel garde-chasse du Jura peut désormais recevoir un fusil, une cartouchière ou une paire de bottes, par la poste, à un coût fixe, sans se déplacer. La France rurale, celle qui ne viendra jamais dans un magasin parisien, peut être servie à domicile. Dès 1885, Mimard et Blachon lancent un catalogue illustré, tiré à 20 000 exemplaires. En 1890, 5 ans plus tard, le tirage atteint déjà 300 000 exemplaires, envoyés gratuitement à tous les chasseurs de France. En 1893, le catalogue prend un nom, le Tarif Album. Ce nom, à lui seul, dit tout. Tarif, parce que chaque objet a un prix affiché. Pas de négociation, pas de marchandage de foire. Album, parce que chaque objet est dessiné, illustré, décrit. Le chasseur de Corrèze ouvre son tarif album et voit devant lui le même fusil que le chasseur de Seine-et-Oise. Le même prix, la même qualité, la même promesse. C'est la naissance de la vente par correspondance à la française. Les trois Suisses ne seront fondés qu'en 1932. La Redoute ne basculera vers la VPC qu'en 1928. Mimard et Blachon les précèdent d'un demi-siècle. Et la devise que Mimard fait graver partout, sur les catalogues, sur les façades, sur les en-têtes, est d'une brutalité efficace qui résume l'homme entier. Bien faire et le faire savoir. Le premier produit phare porte un nom qui deviendra légendaire. Le fusil idéal, dont le brevet est déposé le 27 novembre 1887, est un juxtaposé haut de gamme, l'un des premiers fusils français sans chien apparent, reconnaissable à son quadruple verrouillage et à ses canons forgés en demi-bloc. La même année, ou en 1891, ou en 1892, les sources divergent, sort la première bicyclette Hirondelle. Deux noms, deux légendes, deux piliers d'un catalogue qui, en l'espace de 15 ans, va devenir la Bible des foyers ruraux français. Le bon à rien de sens vient d'inventer un modèle. Chapitre 2. Le patron qui modifiait les claviers. Étienne Mimard est un personnage de documentaire à lui seul. Petit, moustachu, barbiche et binocle, marié en 1888 à Ernestine Baya mais sans descendance, il vit en célibataire des affaires. Sa vie privée est un blanc. Sa vie d'entreprise est un roman. Il se réclame de l'entreprise à l'américaine. En 1904, il est vice-président de jury à l'Exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri, 7 ans avant que Louis Renault ne fasse le même voyage. Il en revient avec des machines Pratt & Whitney qu'il installe dans ses ateliers stéphanois, et avec une conviction, la production doit être organisée comme on organise une armée. Son taylorisme est précoce, méthodique, obsessionnel. Sa devise interne, répétée à ses cadres jusqu'à l'usure,
est une phrase que Taylor lui-même n'aurait pas reniée. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Aux ouvriers, il offre un autre slogan, plus flatteur mais tout aussi calculé. Toute personne qui entre à la manufacture avec le désir d'arriver a son bâton de maréchal dans sa giberne. Les anecdotes qui entourent cet homme sont à la lisière du mythe, mais chacune dit quelque chose de vrai sur le personnage. Son bureau surplombe tous les ateliers. Il voit tout, du matin au soir. Chaque matin, il remonte le cours Foriel à pas pressés, à l'ombre des platanes. Chaque fin d'année, il donne une prime à ses ouvriers et s'assoit avec eux pour le déjeuner, sur un tabouret en bout de table, comme eux. Le patron mange le même repas que l'ouvrier. Le geste était calculé, mais il est déjà réel. Puis il y a l'histoire des claviers. On raconte, et les sources l'attestent avec suffisamment de convergence pour qu'on la retienne, que Mimard fait modifier le clavier des machines à écrire de la manufacture pour que les dactylos formés chez lui ne puissent jamais travailler ailleurs. L'anecdote est terrible et magnifique à la fois. Elle dit le paternalisme dans sa forme la plus pure. Je vous forme, je vous protège, je vous nourris. Mais vous m'appartenez. Les claviers de Manu France. Personne d'autre ne les utilise. Les doigts qui ont appris à taper ici n'iront taper nulle part. Et au-dessus de tout cela, il y a la légende fondatrice, celle que Saint-Étienne se raconte encore. Mimard, selon la tradition stéphanoise, aurait voulu être enterré debout, face à son usine, pour la surveiller pour l'éternité. Le bon à rien de Sens, transformé en sentinelle d'outre-tombe. Cet homme possède 2 folies. La villa Trianon, dite Folie Mimard, sur la promenade des Anglais à Nice, et un chalet suisse au Grand Bois, dans le massif du Pilat. À Saint-Étienne, il habite un hôtel particulier néo-gothique, place Badouillère, dont la façade porte un bas-relief de Jeanne d'Arc, trahissant un nationalisme anglophobe qui transparaît aussi dans sa politique commerciale. Les fusils sont français, les machines sont américaines, et l'ennemi est toujours l'importation anglaise. Son paternalisme social est réel et documenté. Manu France offre caisse de secours, soins médicaux et pharmaceutiques gratuits, caisse d'assurance maladie et congés payés, avant la loi. Mimard se réclame des idées sociales d'Alexandre Millerand. Le président Félix Faure visite l'usine en 1898. En 1902, Mimard est fait chevalier de la Légion d'honneur. L'enfant de Sens, que sa mère refusait d'aider, reçoit la Légion d'honneur à 40 ans. Pendant ce temps, le complexe du cours Foriel prend forme. L'architecte est Léon Lamézière, né le 25 mars 1855 à Cézy, architecte en chef de la ville de Saint-Étienne depuis 1885, rejoint en 1905 par son fils Marcel. Les terrains sont acquis en 1890 au 51 cours Foriel. Les premières constructions datent de 1893 et 1894, avec un module architectural répété sur 115 mètres, une façade régulière, industrielle et majestueuse qui ressemble à un palais de l'industrie. La centrale énergie cœur électrique de l'ensemble porte la date gravée de 1902. Le grand hall d'administration date de 1910. D'année en année, le site s'épaissit, se densifie, jusqu'à former un monde clos de 125 000 mètres carrés, l'équivalent de 17 terrains de football. En 1911, la société en commandite devient société anonyme. L'appellation commerciale Manu France est officialisée. Mimard souscrit 55,8% du capital. La veuve Blachon, Pierre Blachon est mort en 1914, détient 14,1%. Les hospices civils de Saint-Étienne, légataire de Blachon, 11,6%. Une disposition statutaire, rédigée par Mimard lui-même, l'autorise à rester président sans limite d'âge. Il mourra en fonction. Mais entre la Légion d'honneur de 1902 et la mort de 1944, il y a un basculement. Et ce basculement porte un nom précis, la grève des 100 jours. Nous sommes en 1937. La France était traversée par les remous du Front populaire. À Manu France,
5000 salariés se mobilisent pour le rattachement à la convention collective de la métallurgie que Mimar refuse. Les ouvriers, soutenus conjointement par la CGT et la CFTC, occupent les locaux. Le vieux patron a 75 ans. Il a construit cette usine de ses mains, l'a organisée pièce par pièce, a nourri, logé, soigné ses ouvriers pendant un demi-siècle. Et ils occupent dans ses ateliers. Sa déclaration, rapportée par la CFDT retraitée, à la sécheresse d'un acte notarié, devant la carence des pouvoirs publics, municipalités, préfets, présidents du conseil, qui se refusent à appliquer les lois et tolèrent toutes les illégalités des organisations ouvrières, nous acceptons la sentence sous réserve de faire valoir tous nos droits devant les juridictions compétentes. Il licencie l'ensemble du personnel, puis il n'en réembauche qu'une partie. En mars 1938, les dirigeants du mouvement sont condamnés à des amendes. C'est ici que se joue le destin de Manu France pour le siècle suivant. Mimar, ulcéré, déçu, blessé dans ce qu'il considérait comme un contrat de confiance, renonce à son projet initial, léguer la moitié de l'entreprise à ses employés. Par testament du 30 juin 1941, il institue la ville de Saint-Étienne comme légataire universel. La décision est prise par dépit, par rancune, par orgueil blessé. Et elle va faire de la mairie stéphanoise l'actionnaire principal de Manu France pendant 40 ans, transformant chaque crise industrielle en crise politique, chaque plan de licenciement en vote de confiance, chaque restructuration en affrontement entre la gauche et la droite. Mimar ne le sait pas. Il rédige son testament et pense à l'éducation professionnelle des jeunes stéphanois. De son geste naîtra un lycée, un musée, une collection d'armes classée 2e de France. Mais de son geste naîtra aussi l'impossibilité, structurelle et définitive, de sauver l'entreprise quand il faudra choisir entre licencier et mourir. Pendant l'occupation, le vieux patron refuse de fabriquer des armes pour l'Allemand. Il refuse de communiquer les états de son personnel. Il refuse de laisser partir ses ouvriers au service du travail obligatoire. Il qualifie Vichy de véritable dictature et passe quelques jours en prison pour ses refus. À 82 ans, le bon à rien de Sens résiste encore. Il meurt à Saint-Étienne le 14 juin 1944, quelques semaines avant la libération. À sa mort, il lègue environ 50% du capital à la ville, une autre fraction aux hospices civils, héritier de Blachon, et une clause qui irrigue le tout. Son objectif est l'amélioration de l'instruction et de l'éducation professionnelle à Saint-Étienne et leur diffusion entre le plus grand nombre possible de jeunes gens. Le fils d'armurier qui n'avait rien, qui avait été traité de bon marien par sa propre mère, laisse derrière lui une usine de 125 000 mètres carrés, un catalogue qui touche des centaines de milliers de foyers, une marque connue de chaque chasseur de France, et une bombe à retardement juridique qui explosera 40 ans plus tard. Chapitre 3. Les armes qui ont fait la France rurale. Le successeur de Mimar s'appelle Pierre Drevet. Son histoire est la preuve vivante du slogan « Maison ». Entré à Manu France enfant, à 12 ans selon certaines sources, 15 selon d'autres, pour pousser des chariots de pièces et remplir des boîtes de cirage à chaussures, il a gravi chaque échelon jusqu'à devenir le bras droit du fondateur. Il incarne parfaitement le bâton de maréchal dans la giberne. Quand Mimar meurt en 1944, c'est Drevet qui prend la présidence. Et quand Drevet cède la place, à partir de 1952, c'est à Jean Fonvieille, 3e génération d'une dynastie interne, puisque son père, Benoît Fonvieille, était entré à 21 ans dès 1887. Manu France se transmet comme un domaine. Les PDG ne viennent pas de l'extérieur. Ils naissent dans l'usine. En 1947, le nom Manu France devient officiellement la raison sociale. Ce qui avait été la Manufacture française d'armes et cycle de Saint-Étienne devient pour la France entière un seul mot. Un mot qui, dans les campagnes, a la même familiarité que la poste ou casino. Mais pour comprendre la puissance de ce mot, il faut entrer dans ce que Manu France fabrique. Et il faut commencer par les fusils, parce que les fusils sont la colonne vertébrale de l'Empire. Le robuste est le roi.
Son histoire commence par un premier brevet en 1905, mais sa commercialisation effective ne date que de 1913, après 8 ans de mise au point. On avait d'abord pensé l'appeler Rustique, mais le nom avait été jugé anti-commercial, trop paysan pour un fusil qui se voulait universel. Juxtaposé à triple verrouillage, il connaîtra plus de 50 variantes au cours de sa carrière et sera fabriqué à près de 900 000 exemplaires. 900 000. C'est le fusil de chasse français le plus produit de toute l'histoire de l'armurerie nationale. Il équipe les chasseurs modestes du sud de la France, l'armée française pour l'entraînement, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale et servira, terrible ironie, pendant la guerre d'Algérie. L'idéal, lui, trône dans les vitrines. Breveté en 1887, commercialisé à partir de 1888, fabriqué jusqu'à la déclaration de guerre de 1939, c'est le haut de gamme, quadruple verrouillage, canon en demi-bloc, finition bleuie ou dite français, Boston, éclair. C'est l'arme de prestige, celle qu'on regarde longuement avant de tourner la page du catalogue. Le simplex, breveté en 1908, est le contraire exact. Un fusil à un coup, monocanon, le fusil du débutant, l'arme qu'on offre à son fils pour ses 14 ans, la première détonation dans un champ de blé coupé, le baptême cynégétique de la France rurale. Après la Seconde Guerre, la gamme s'enrichit. La carabine semi-automatique Reina sort en 1954. Le rapide, fusil à pompe, en 1958. Le semi-automatique Perfex en 1962. Le superposé Falcor en 1969. Et 2 pistolets au nom patriotique qui sont à eux seuls des documents d'époque. Le gaulois et le français. Ce dernier lancé en 1914, l'année où commence la Grande Guerre. À côté des fusils, il y a la bicyclette Hirondelle, oiseau de métal noir. En 1900, le sous-directeur Jean Fasano dépose un brevet de roue libre. En 1908, l'entreprise unifie ses modèles à l'américaine. En 1913, elle vend un modèle Grand Tourisme à 6 vitesses équipé d'un mécanisme rétro-direct et d'une roue libre pour 200 francs. En 1914, elle met au point le pneu démontable. L'argument publicitaire est la solidité, et la publicité de l'époque ne connaît pas la demi-mesure. La chaîne supporte, certifie l'encart 1200 kg, soit 14 hommes. Le cadre supporte 900 kg, soit 12 hommes. La bicyclette entière supporte 675 kg, soit 9 hommes. On imagine les photographies d'époque. Des rangées d'ouvriers moustachus juchés sur un cadre d'hirondelles, bras croisés, la preuve par le poids. Et puis survient un baptême inattendu. En 1900, le préfet de police Louis Lépine crée les brigades cyclistes de la préfecture de police de Paris. Les agents pédalent sur des hirondelles. Leur pèlerine noire flottant au vent leur donne une silhouette d'oiseau en vol. Et le surnom vient seul, les hirondelles. En 1950, on recense 2819 hirondelles à Paris et 2644 en banlieue. La brigade disparaîtra en 1984, presque en même temps que la marque qui l'équipait. Mais pendant plus de 80 ans, hirondelle désignera dans l'argot parisien un agent de police à vélo. Et personne ne se souviendra que le mot venait d'abord d'une usine stéphanoise. Troisième pilier, la machine à coudre Omnia, lancée en 1906, d'abord à navette vibrante puis à crochet rotatif imbloquable. Elle ne fera pas la gloire de Manu France à ses débuts. Le fusil et le vélo occupent le devant de la scène. Mais elle deviendra, aux 30 glorieuses, l'icône domestique de l'entreprise, jusqu'à 30 000 exemplaires livrés dans la seule année 1973. Et au-dessus de tout cela, il y a le journal. Le chasseur français paraît pour la première fois le 15 juin 1885, la même année que la fondation de la maison. 4 pages, format in-folio, 1 franc l'abonnement mensuel. En 1887, il tire à 30 000 exemplaires. En 1914, 162 000. En 1931, 410 000. En 1939, près de 475 000.
Il accompagne le catalogue comme une sœur jumelle. Le catalogue vend, le journal fidélise. Mais le chasseur français est bien plus qu'un support commercial. En 1919, il lance une rubrique d'annonces matrimoniales qui deviendra une institution nationale. Selon l'éditeur, plus de 4 500 000 Français auraient vu le jour grâce à ces petites annonces. On cite aussi un chiffre devenu mythologique. Environ 100 000 veuves de la Grande Guerre auraient retrouvé l'amour par ce biais. Les annonces ont un genre littéraire en soi. Un exemple de 1919, jeune homme très sérieux, 29 ans, ayant dot et avenir, connaissant culture, désirant trouver mariage avec jeune fille ou jeune veuve ayant parents établis dans la culture. Un autre, des années 40, d'une lucidité désarmante, vieille, pauvre, laide, qui m'épousera ne sera tout de même pas déçu. Un journal, un catalogue, des fusils, des vélos, des machines à coudre. Manu France n'est pas une entreprise. C'est un univers complet, un système clos qui fabrique, décrit, vend, livre et fidélise du même endroit, au même cours Foriel, sous le même sigle. Pendant la Première Guerre mondiale, l'usine se met au service de la défense nationale. Mimar lance en 1916 la construction de la barre La Seigne, un immeuble-usine à étages en ciment armé, système Hennebic, pour accroître la production d'armes de guerre. L'entreprise remet en état les fusils Lebel, dont la MAS voisine, Châtellerault et Tulle, enregistrent en novembre-décembre 1914 jusqu'à 6000 retours quotidiens pour réparation. Manu France fabrique cartouches et composants d'armement. Le catalogue continue de paraître. La France saigne et l'usine du cours Foriel, tout en réparant les fusils qui reviennent du front, continue d'envoyer aux chasseurs de l'arrière le rêve d'un après. En 1924, le cap du million d'exemplaires du catalogue est franchi. Entre deux guerres, il atteint plus de 1200 pages illustrées et plus de 30 000 articles. Cannes à pêche, miroirs à alouettes, appos, cartouches, jumelles, appareils photo, radio, jouets, coutellerie, tout ce que la France rurale désire et ne trouve pas dans sa commune, tient entre les pages du tarif album. Les magasins Manu France maillent le territoire. 8 en France métropolitaine. En 1906, 15 avant la Grande Guerre. Le modèle est en place. La machine tourne. Et quelque part dans les ateliers du cours Foriel, un ouvrier travaille sur une machine Pratt & Whitney installée par Mimar lui-même, à un poste qui sera encore le sien 30 ans plus tard. Ce qui est en train de naître, dans cette première moitié du XXe siècle, n'est pas seulement une entreprise prospère. C'est un contrat entre un patron qui fabrique, un catalogue qui promet et une France rurale qui fait confiance. Ce contrat va tenir pendant 80 ans. Et quand il se brisera, il brisera avec lui une ville entière. Chapitre 4. 125 000 mètres carrés de France. Imaginez que vous arrivez devant ces grilles un matin de janvier 1965. Il fait froid. Saint-Étienne est à 500 mètres d'altitude, cerné de montagnes, et l'hiver du Forez n'est pas un hiver de plaine. Le cours Foriel est encore sombre, les platanes sont nus. Les réverbères éclairent une file d'hommes en bleu de travail et de femmes en tablier qui convergent vers le même point, le portail du 51, la pointeuse, le début de la journée. La façade que vous découvrez fait 115 mètres de long, 115 mètres d'une architecture régulière, rythmée, dessinée par Léon Lamézière à la fin du siècle précédent. Des baies hautes, un fronton central, le sigle MF entrelacé au sommet. Derrière cette façade se déploient 125 000 mètres carrés d'ateliers, d'entrepôts, de bureaux et de cours intérieures. 17 terrains de football, un monde complet. Et ce matin-là, ce monde emploie plus de 3000 personnes, bientôt 4000, puis davantage aux heures de pointe. Vous passez le portail, vous pointez, vous entrez. La première chose qui frappe, c'est l'odeur. Un mélange d'huile de machine, de métal chauffé et de graisse industrielle, une odeur que les anciens, 30 ans après la fermeture, décrivent encore avec une précision qui surprend ceux qui ne l'ont pas connue. C'est l'odeur du travail d'armurerie. Le métal en cours d'usinage dégage une senteur âcre, presque animale, qui imprègne les vêtements, les cheveux, les mains.
Les ouvriers qui rentraient chez eux le soir portaient cette odeur sur leur peau. Leurs femmes la connaissaient. L'armurerie est le cœur historique. C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que le savoir-faire atteint sa forme la plus achevée. Les bancs d'épreuve alignent les fusils prêts à être testés. Chaque arme est tirée avant d'être vendue, chaque canon vérifié, chaque verrouillage contrôlé. Les machines d'usinage de précision, dont certaines sont les Pratt & Whitney, installées par Mimard lui-même au début du siècle, tournent avec la régularité d'horloge. 20 ans, 30 ans d'âge pour certaines de ces machines au début des années 70. Et elles tournent encore, entretenues par des ouvriers qui les connaissent comme on connaît un vieil outil de famille. Les canons sont forgés en demi-bloc pour l'idéal, en acier spécial pour le robuste. Les finitions, le bleuissage, les gravures sont faites à la main par des ajusteurs dont le geste, répété des milliers de fois, atteint une précision que la machine ne sait pas reproduire. Dans l'atelier voisin, les chaînes cycles hirondelles déroulent cadres noirs et jantes chromées. Le travail est différent, plus mécanique, plus rapide, moins artisanal que l'armurerie. Mais l'odeur est la même. Métal, graisse, chaleur. Les soudeurs portent leurs masques relevés sur le front entre deux joints. Le bruit est continu. Un fond sonore de perceuse, de presse, de meule qui devient, après la première semaine, aussi naturel que le silence. Plus loin, la ligne Omnia produit les machines Bosch à coudre. Ici, le travail est celui de l'assemblage de précision. Chaque pièce, chaque ressort, chaque came doit être ajusté au centième de millimètre. Le crochet rotatif imbloquable, fierté de la maison, est testé à vide puis en charge, avec des épaisseurs de tissu croissantes, avant d'être validé. Les ouvrières pâtisseuses qui travaillent sur cette ligne connaissent leur machine les yeux fermés. Elles sentent, au toucher de la molette, si le réglage est juste ou s'il faut reprendre. Et puis, il y a tout le reste. Les cannes à pêche, les jumelles, les appots, la coutellerie, les appareils photo, les radios, les jouets. Tout ce qui remplit les 1200 pages du catalogue sort d'ici ou transite par ici. Vérifié, emballé, étiqueté, expédié. Le service d'expédition, à lui seul, est une usine dans l'usine. 20 000 tonnes de marchandises par an quittent le cours Foriel par la poste, par la route, par le rail. Les sacs postaux s'empilent dans des entrepôts qui ne désemplissent jamais. Un chasseur de Corrèze commande un robuste le lundi. Le fusil quitte Saint-Étienne le mercredi. Il arrive à la poste du village le samedi. Le cycle est court. La promesse est tenue. Mais au-delà des ateliers, au-delà des produits, au-delà des tonnes expédiées, ce qui fait de Manufrance un monde, c'est autre chose. C'est ce qui se passe à midi. La cantine de Manufrance sert un déjeuner complet chaque jour à des milliers d'ouvriers. Entrée, plats, fromage, dessert. Le repas de midi, dans une usine française des 30 Glorieuses, n'est pas un sandwich avalé debout. C'est un acte social, un moment de civilisation à l'intérieur d'un bâtiment industriel. Les hommes s'assoient, posent leurs mains noires de métal sur la nappe et mangent ensemble. Les conversations de cantine sont le journal interne de l'usine. On y apprend les promotions, les naissances, les disputes entre contremaîtres, les rumeurs sur la prochaine gamme. C'est à midi que Manufrance est le plus vivante. Chapitre 5. Le peuple du cours Foriel. Au sortir de la guerre, Manufrance emploie environ 2400 personnes. En 1960, ce chiffre dépasse 3000. À l'aube des années 1970, on parle de plus de 4000 salariés, certaines sources évoquant 5000 aux périodes de pointe. 4000 personnes qui, chaque matin, convergent vers le même portail, pointent à la même horloge, travaillent sous le même toit. Ces 4000 personnes ne sont pas un chiffre, ce sont des familles, des lignées. Un ouvrier de 1960 dont le père travaillait déjà au cours Foriel, dans les années 30. Un fils qui entre à 16 ans comme apprenti ajusteur et qui, 30 ans plus tard, sera contremaître dans le même atelier où son père usinait des canons. La transmission n'est pas un mot, c'est un fait quotidien. Les gestes se passent de père en fils, les astuces de métier, les raccourcis, la manière exacte de sentir, au toucher de la lime, si le métal est prêt. Les femmes travaillent aussi au cours Foriel, dans les ateliers de montage Omnia, dans les services d'expédition, dans les bureaux.
Leur présence est souvent moins documentée que celle des hommes, mais elle est constante. Les ouvrières de la BILI de la ligne Omnia sont formées sur place, par des contremaîtresses qui ont elles-mêmes appris le geste 20 ans plus tôt. Et dans les services d'emballage, ce sont majoritairement des mains de femmes qui conditionnent les 30 000 articles du catalogue pour l'expédition. La vie à l'usine est rythmée par les 3-8. La première équipe arrive à 6 heures, la deuxième prend le relais à 14 heures, la troisième à 22 heures. La sirène de l'usine scande ses passages, un son que tout le quartier entend, que les enfants des cités voisines apprennent à reconnaître avant de savoir lire l'heure. La sirène de Manufrance est l'horloge du cours Foriel. Quand elle sonne, les femmes des ouvriers savent que leur mari va rentrer dans une demi-heure. Quand elle se tait, c'est dimanche. Car l'usine ne s'arrête pas au mur du cours Foriel. Manufrance irrigue Saint-Étienne comme un système sanguin. Les sous-traitants locaux, mécaniques de précision, optique, cycle, armes, représentent 30% de l'activité industrielle de l'agglomération. 2800 fournisseurs alimentant la chaîne. Quand Manufrance commande, c'est tout un tissu d'ateliers et stéphanois qui travaille. Quand Manufrance tousse, c'est toute la ville qui frissonne. L'héritage social de Mimar, malgré la blessure de 1937, survit en partie. La caisse de secours fonctionne. Les soins médicaux sont disponibles. Le comité d'entreprise, cette conquête de la libération, organise les colonies de vacances pour les enfants des ouvriers, les sorties du dimanche, les arbres de Noël. Pour un enfant de Manufrance dans les années 60, l'usine n'est pas seulement l'endroit où travaille son père. C'est aussi l'institution qui l'envoie en vacances l'été, qui lui offre un jouet à Noël, qui organise le goûter de fin d'année dans la grande salle du cours Foriel. Les 48 magasins Manufrance, en 1970, maillent le territoire national. Rouen, Paris, Avignon, Toulouse, Nantes, Lille, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nancy, Troyes, Valence, Lyon, Marseille, Nice. Jusque dans la moindre préfecture, une vitrine porte le sigle MF. Ces magasins ne sont pas des boutiques, ce sont des ambassades. Entrer dans un magasin Manufrance en 1965, c'est entrer dans un catalogue devenu réel. Les fusils sont alignés derrière les comptoirs vitrés. Les hirondelles brillent sous les néons. L'Omnia trône sur une table de démonstration. Et le vendeur, formé au cours Foriel, envoyé en province, connaît chaque article par son nom, son numéro de catalogue, son prix et ses caractéristiques. Il parle le langage du chasseur, du pêcheur, du jardinier. Il est, dans chaque ville de France, le visage de Saint-Étienne. Un témoignage recueilli par un blog consacré à la mémoire auvergnate résume ce que représentait le catalogue dans les foyers ruraux. Les agriculteurs, les vignerons, les apiculteurs, les chasseurs, les campeurs, les pêcheurs, les jardiniers, les couturières, les coiffeurs y trouvaient tout le matériel nécessaire à leurs besoins. Le catalogue était posé sur la table de la cuisine, à côté du journal et du calendrier des postes. On le feuilletait le soir, après le dîner. On cornait les pages, on surlignait les prix, on discutait en famille. Et quand le bon de commande partait dans l'enveloppe, on attendait le facteur avec l'impatience d'un enfant qui attend le Père Noël. Sauf que le Père Noël, ici, s'appelait Manufrance, et qu'il livrait toute l'année. Dans les années des 30 Glorieuses, Manufrance n'est pas une entreprise parmi d'autres. C'est une institution. Elle occupe, dans l'imaginaire français, la même place qu'un service public, quelque chose qui a toujours été là, qui sera toujours là, qui fait partie du paysage comme la mairie, l'école et l'église. Personne n'imagine qu'elle puisse disparaître. Personne n'imagine qu'on puisse vivre sans le catalogue. Chapitre 6. Le triangle stéphanois. L'identité industrielle de Saint-Étienne aux 30 Glorieuses repose sur 3 géants qui se répondent comme les 3 pointes d'un triangle. Le premier est la MAS, la Manufacture d'armes de Saint-Étienne, manufacture d'État installée sur la plaine du Treuil, qui emploie jusqu'à Mébatine jusqu'à 11 000 ouvriers dans son bâtiment moderniste et fabrique successivement les fusils MAS 36, MAS 49-56, puis le FAMAS à partir des années 70. Le deuxième est Casino, fondé en 1898 par Geoffroy Guichard, avec ses supermarchés, ses hypermarchés et sa politique sociale pionnière, caisse de prévoyance dès 1904, participation aux résultats dès 1916.
Le troisième est Manu France, au cours Foriel. Les trois se rejoignent sur un rectangle de pelouse verte. Le stade Geoffroy-Guichard, temple de l'association sportive de Saint-Étienne. Casino en était que le mécène historique, via la famille Guichard. Mais c'est Manu France qui offre le sponsor le plus iconique. Le 15 décembre 1972, le sigle MF entrelacé apparaît pour la première fois sur les maillots des Verts. Ce maillot vert, frappé de blanc, porté par Dominique Rocheteau, Jean-Michel Larquet, Hervé Revelli, Christian Saramagna et leurs coéquipiers, va devenir l'un des maillots les plus célèbres du football français. Et il atteindra son apothéose le 12 mai 1976, lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, perdue 1-0 contre le Bayern de Munich à Hampden Park, Glasgow. Les fameux poteaux carrés. Le plus grand moment sportif stéphanois du XXe siècle, vu par des millions de téléspectateurs français, et sur la poitrine de chaque joueur, le sigle d'une entreprise qui, à cet instant précis, est déjà en train de mourir. Le chasseur français, pendant ce temps, poursuit son ascension. Son tirage atteint 815 000 exemplaires en 1973, son record absolu, confirmé par toutes les sources. Il est lu par 4 millions de Français. 815 000 exemplaires d'un journal mensuel, dans un pays qui compte alors 52 millions d'habitants. C'est un chiffre qui situe le chasseur français, non pas dans la catégorie des magazines, mais dans celle des institutions nationales. Et le catalogue lui-même, en 1973, touche 1 500 000 foyers. L'édition de cette année-là compte 846 pages, 30 000 références. Sur la couverture, une affiche signée Raymond Savignac, le même Savignac qui dessine pour Air France, Bic, Dunlop, Montsavon. Le catalogue de 1973 est aujourd'hui réédité en fac-similé. Il est devenu un objet de collection. On le vend sur les marchés aux puces, sur les sites d'enchères, dans les brocantes du dimanche. Parce qu'il est déjà, sans que personne ne le sache à l'époque, l'un des tout derniers catalogues de l'âge d'or. En 1970, Manu France fabrique plus de 80 000 fusils par an et assure entre 65 et 70% de la production française d'armes de chasse. La France compte alors plus de 2 millions de chasseurs. 65%, 2 chasseurs sur 3 dans les campagnes françaises tirent avec un fusil sorti des ateliers du cours Foriel. Le robuste, à lui seul, est l'arme populaire par excellence, le juxtaposé le plus vendu d'Europe. Le simplex est le fusil du premier jour. Le perfex, le semi-automatique qui attire les jeunes chasseurs. Le falcor, le superposé qui monte en gamme. Les magasins Manu France, désormais 64 en 1973, présentent la gamme complète derrière leur vitrine. 64 magasins, 30 000 références, 30 000 machines à coudre Omnia livrées, 846 pages de catalogue, 815 000 chasseurs français, 1 500 000 foyers, 4 000 salariés, 80 000 fusils, 20 000 tonnes de marchandises et le maillot des Verts, vu par des millions de Français, porte le nom de l'entreprise. 1973 est le sommet. Chapitre 7, l'apogée et l'ombre, 1973, l'année du sommet absolu. Toutes les courbes convergent vers le même point, tous les indicateurs culminent en même temps, comme si l'histoire avait choisi une date unique pour dire « Voilà, c'était ici, c'était maintenant, et tout ce qui viendra après sera moins ». Mais l'apogée et la cassure coïncident avec une précision cruelle. Le premier choc pétrolier frappe en octobre 1973. Le prix du baril quadruple en quelques mois. La croissance française, qui courait à 5 ou 6% par an depuis 2 décennies, s'effondre. L'inflation monte. Le chômage apparaît. Les 30 glorieuses, sans que personne ne prononce encore le mot, viennent de se terminer. Sous la surface de l'apogée Manu France, 4 plaies sont déjà à vif. Et chacune, prise isolément, aurait suffi à mettre une entreprise en danger. Ensemble, elles sont mortelles. La première est l'outil de production. Les ouvriers du cours Foriel travaillent sur des machines qui ont 20 ans d'âge. Les Pratt & Whitney de Mimar, jadis fleurons de la modernité, sont devenus des dérelicts. La qualité du robuste, fierté de la maison,
baisse à partir de 1971. Les ajusteurs le savent, les contremaîtres le savent, les clients commencent à le savoir aussi. La deuxième est la concurrence. La Redoute et les 3 Suisses, installés dans le Nord, ont industrialisé la vente par correspondance avec une efficacité que Manufrance n'a pas su reproduire. Photographie couleur, logistique informatisée, catalogue de mode pour les jeunes ménages. Elles ont compris que la VPC, ce n'est plus un catalogue de fusils et de bottes envoyés aux chasseurs de Corrèze. C'est un outil de consommation de masse. Manufrance, elle, continue de vendre à la France rurale d'avant la télévision, une France qui rétrécit. La troisième est à l'étranger. Les machines à coudre japonaises, Brodeur en tête, arrivent sur le marché français à des prix qui lament l'Omnia. Les armes italiennes et espagnoles, moins chères, entament le marché d'entrée de gamme. Le simplex, fusil du débutant, perd des parts face à des importations à 200 francs. Le robuste lui-même, juxtaposé à la française, se trouve face à des superposés italiens plus légers, plus modernes, moins chers. La quatrième est une décision interne qui tourne au désastre. Vers 1975, la direction décide de transférer le service VPC dans un nouvel entrepôt géant au quartier Molina. L'informatisation est mal maîtrisée. Les commandes s'égarent, les expéditions prennent du retard. Les clients attendent 15 jours, 3 semaines, 1 mois, eux qui étaient habitués à recevoir leurs colis en 1 semaine. L'informatique, qui devait moderniser Manufrance, la paralyse. Et derrière ces 4 plaies, il y a la plaie originelle, le testament de Mimard. La ville de Saint-Étienne possède environ 50% du capital. Les hospices civils détiennent une part importante. Quand il faut restructurer, c'est-à-dire licencier, la mairie ne peut pas approuver. Quand il faut ouvrir le capital, c'est-à-dire diluer l'actionnaire public, la mairie ne veut pas. Quand il faut choisir entre l'emploi et la survie, la mairie choisit l'emploi. À chaque fois, sans exception, quelle que soit sa couleur politique. Parce qu'une ville ne peut pas licencier ses électeurs. 2 ans avant l'apogée, en 1971, la direction avait commandé un audit au cabinet Ségos. Ce rapport identifiait déjà tout, le déclin de la clientèle rurale, l'effondrement des marchés coloniaux après la décolonisation, la concurrence des supermarchés depuis 1960, la pression japonaise, italienne et espagnole, la montée de la Redoute et des 3 Suisses, le retard d'innovation, la gouvernance fermée du conseil d'administration, et un détail qui dit tout de l'inertie. Une double saisie comptable, manuelle et informatique imposée par accord syndical pour protéger les emplois des comptables. Le rapport Ségos de 1971 disait tout. Personne n'a écouté. En 1968 et 1969, 2 conflits sociaux avaient réclamé la modernisation de l'appareil productif. En vain. En 1973, au sommet, le robuste est démodé, l'Omnia est menacé, l'Hirondelle est dépassée par le Motobécane et le Peugeot, et le catalogue met 15 jours de trop à livrer. Les 4000 salariés de 1973 ne seront plus que 2000 en 1980, la moitié des effectifs, liquidés en 7 ans. Mais nous sommes encore en 1973. Le maillot des Verts porte le sigle MF. Le catalogue fait 846 pages. Le chasseur français bat tous ses records. Et dans les ateliers du cours Foriel, les machines Pratt & Whitney tournent encore, entretenues par des mains qui ne savent pas encore qu'elles travaillent pour la dernière décennie d'un empire. Chapitre 8. La ville qui ne pouvait pas licencier, le tournant ne commence pas par une crise. Il commence par une élection. En mars 1977, Saint-Étienne vote. La campagne est dominée par un seul sujet, Manufrance. Le maire sortant, Michel Durafour, centriste UDF, fils du maire Antoine Durafour, ancien ministre du Travail sous Jacques Chirac de 1974 à 1976, puis ministre délégué à l'économie et au budget sous Raymond Barre d'août 1976 à mars 1977, soutient le plan de restructuration avec licenciement présenté par la direction Manufrance. Le plan prévoit la suppression d'environ 1000 emplois, essentiellement dans la production. C'est douloureux. C'est peut-être nécessaire.
C'est, en tout cas, le prix que la direction considère indispensable pour sauver ce qui peut l'être. Face à Durafour, un homme dont le nom va devenir indissociable de l'affaire Manu France. Joseph Sanguedolce est fils d'émigrés siciliens, mineur à Roche-la-Molière dès l'âge de 12 ans, militant CGT et jeunesse communiste dès 1936, résistant FTPF, arrêté le 21 juin 1943, incarcéré à la centrale d'Eyssès, transféré au camp de Royalieu, déporté à Dachau par le convoi du 18 juin 1944, affecté au commando d'Alache, filiale BMW, où il organise des sabotages, libéré le 30 avril 1945. Son frère Vincent avait été abattu par les SS à Oranienburg-Sachsenhausen. Cet homme-là, quand il dit qu'il ne laissera pas mourir une usine, parle avec l'autorité de quelqu'un qui a vu mourir des hommes. Sanguedolce, secrétaire général de l'UDCGT Loire pendant un quart de siècle, membre du comité central du PCF de 1954 à 1985, se présente avec l'Union de la gauche et un engagement solennel. Pas de licenciement à Manu France. Sur un mur de Saint-Étienne, la veille du vote, quelqu'un avait peint « Jamais un Sicilien, jamais un Stalinien ne sera maire de Saint-Étienne ». Sanguedolce l'emporte avec 51,4% des voix contre 48,5% à Durafour. Saint-Étienne bascule à gauche, et avec elle bascule le destin de Manu France. Car le problème est désormais insoluble. La ville de Saint-Étienne est actionnaire principal, environ 50% du capital, héritage du testament de Mimard. La ville est aussi le pouvoir politique qui approuve ou refuse les plans de restructuration. Et la ville vient d'élire un maire dont la promesse fondatrice est de ne pas licencier. Comment restructurer une entreprise quand celui qui détient la moitié du capital a juré de ne pas toucher à l'effectif ? Comment réduire les coûts quand les coûts, ce sont les salaires de vos électeurs ? La réponse est simple. On ne restructure pas, on attend, on espère et on meurt. L'historien Hervé Joly, dans son article académique « Manu France, une société anonyme trop fermée », pose le diagnostic le plus tranchant qu'un chercheur puisse formuler. La société ne s'autofinance que par rétention de bénéfices. Elle refuse l'ouverture de capital. Son conseil d'administration entre soi, les dynasties Drevet, Fontvieille, refusent toute restructuration. Et le fait que la ville et les hospices civils soient actionnaires majoritaires bloque toute augmentation de capital extérieur. L'entreprise est un coffre-fort sans clé. Personne ne peut entrer. Personne ne peut sortir. Et à l'intérieur, l'air se raréfie. Pendant ce temps, le monde continue de changer autour des murs du cours Foriel. Carrefour, fondé en 1963, a ouvert le premier hypermarché français à Sainte-Geneviève-des-Bois. Leclerc et Auchan suivent. Les hypermarchés vendent des casseroles, des vêtements, des bottes et des jouets plus vite et moins chers que ne peut le faire un catalogue expédié par la poste. La Redoute et les Trois Suisses industrialisent leur logistique, passent à la photographie couleur, ciblent les jeunes ménages urbains. Le nombre de permis de chasse, qui avait culminé au début des années 70, commence à décliner. Les jeunes générations préfèrent le semi-automatique italien au juxtaposé stéphanois. La machine à coudre Brother, à 400 francs, enterre l'Omnia. Le deuxième choc pétrolier frappe en 1979. La consommation de biens durables recule. Les ménages renoncent aux fusils de luxe, à la machine à coudre neuve, au vélo de ville. La France rurale, chasseresse elle-même, rétrécit. Les fils des chasseurs regardent la télévision, déménagent en ville, ne renouvellent de l'aide pas leur permis. Le monde pour lequel Manu France avait été construite est en train de disparaître. Et l'entreprise, verrouillée par son actionnariat, paralysée par sa gouvernance, figée par sa promesse politique, ne peut pas s'adapter. Chapitre 9. La valse des capitaines. À partir de 1977, Manu France entre dans ce que les chroniqueurs appelleront la valse des dirigeants. En 5 ans, l'entreprise usera plus de PDG qu'elle n'en avait connu en un demi-siècle. Jean Fontvieille, PDG depuis 1952, 25 ans à la barre,
démissionne. Son successeur, Auguste Blanc, nommé par Durafour avant la bascule municipale, présente un plan de suppression d'environ 1000 emplois. Le plan est refusé par la nouvelle municipalité Sanguedolce. Blanc démissionne. En octobre 1977, Jacques Petit, manager extérieur, est nommé. Il démissionne en février 1978, 4 mois plus tard. En avril 1978 arrive François Gadoclet. Il est photographié le 8 mars 1978 avec Raymond Poulidor. Image poignante d'une entreprise qui se raccroche au symbole populaire. Gadoclet tentera de redresser. Il échouera. Il publiera en 1979 chez Desnoël Philippacci un livre témoignage intitulé « Une certaine idée de Manu France », mais à 300 jours de PDG. 300 jours. Même le titre est un aveu d'impuissance. En janvier 1979, René Mestry, polytechnicien et ingénieur conseil, prend la direction. Face à l'ampleur de la crise, il prend la décision la plus lourde de l'histoire de l'entreprise. Il scinde Manu France en deux. D'un côté, l'ancienne société anonyme qui conserve les actifs et les dettes. De l'autre, une Société Nouvelle Manu France, qui obtient un droit d'usage gratuit pour 15 mois et récupère les contrats de travail. C'est une opération chirurgicale, séparer le malade de sa maladie. Mais la maladie, ce sont les dettes. Et les dettes, ce sont les banques. Et les banques ne veulent plus attendre. Le 19 février 1979, Manu France est placé en règlement judiciaire. Le lendemain, une manifestation massive traverse Saint-Étienne. Et c'est à ce moment précis qu'intervient la phrase. Interrogé par la presse, le Premier ministre Raymond Barre, stéphanois de formation, économiste de profession, ami de Durafour, prononce les mots qui entreront dans la mémoire locale comme un arrêt de mort. Manu France, c'est fini. La citation est devenue emblématique. Sa trace verbatim exacte reste difficile à vérifier dans les archives institutionnelles. Elle appartient peut-être davantage à la mémoire collective qu'à la transcription officielle. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'elle signifie. Le Premier ministre de la France, le chef du gouvernement de la 5e puissance économique mondiale, vient de dire à une ville de 200 000 habitants que l'entreprise qui faisait battre son cœur depuis un siècle est morte. Et il l'a dit avec la sécheresse d'un homme qui a fait le calcul. Barre applique la doctrine libérale rigoriste du gouvernement Giscard. Pas de nationalisation, pas de sauvetage public inconditionnel. Le ministre de l'Industrie de l'époque, André Giraud, puis ses successeurs, refusent d'intervenir directement. L'idée d'une municipalisation, évoquée par Sanguedolce, se heurte à une impossibilité juridique. Une ville ne peut pas reprendre à son compte une société anonyme déficitaire de cette taille, sans autorisation gouvernementale. Le préfet de la Loire, Georges Nadeau, puis Francis Bout, à partir de juin 1980, tentent de jouer l'arbitre. Mais l'arbitre n'a pas de sifflet. Les banques, elles, ont le sifflet. Le Crédit Lyonnais, le même qui avait refusé de prêter à Mimard et Blachon en 1885, se retire. La Société Générale, la Banque Verne et la Sofal refusent le fonds de roulement à la Société Nouvelle. L'historien Pierre Labardin, dans la Revue du Rhin supérieur, a montré ce qui se passait derrière la façade de solidarité apparente. Les créanciers organisaient le démantèlement. La Sofal refusera même de cautionner un repreneur immobilier concurrent de la foncière Ségérodolé, selon la formule de Labardin, pour ne pas contrarier ses relations confraternelles. Les banques ne sauvaient pas Manu France. Elles géraient sa dépouille. En septembre 1980, l'ancienne SA met en faillite la Société Nouvelle. Blaise de Saint-Just, dernier PDG de la SA historique, démissionne devant le président du tribunal de commerce, M. Boutron, en accusant les pouvoirs publics et les actionnaires de les avoir abandonnés. 6 PDG en 5 ans. Aucun n'a pu sauver l'entreprise. Aucun n'en avait les moyens. La maladie n'était pas dans la direction. Elle était dans la structure même, un actionnariat qui interdisait la restructuration, une gouvernance qui interdisait l'ouverture, un héritage qui interdisait le changement.
Le testament de Mimard, rédigé par Rancune en 1941, avait fait de Manufrance un patient sous assistance respiratoire dont personne n'avait le droit de débrancher la machine. Chapitre 10. Les drapeaux rouges du cours Foriel. Le 18 octobre 1980, Saint-Étienne se soulève. Le chiffre officiel CGT est de 100 000 manifestants, à prendre avec la prudence d'usage pour un comptage syndical. Mais même au tiers de ce chiffre, la manifestation est immense. Le cortège traverse la ville, drapeau rouge déployé, banderole tendue. Manufrance vivra. Ensemble nous ferons vivre Manufrance. Et un slogan qui résume l'atmosphère de cette fin de septennat giscardien: Giscard, Barre, y en a marre. Les hommes qui défilent en tête ne sont pas des inconnus. Georges Marchais, secrétaire général du PCF, brandit son livre « L'espoir au présent ». Georges Ségui, secrétaire général de la CGT de 1967 à 1982, marche à ses côtés. Henri Krasuki, né à Woomine le 2 septembre 1924, résistant FTPMOI, fils d'un militant gazé à Birkenau le 13 février 1943, futur secrétaire général de la CGT de 1982 à 1992, est là. Charles Fitterman, André Lajoigny, Hélène Luc, et le maire Joseph Sanguedolce, déporté de Dachau, debout dans sa ville. Les délégations viennent d'autres combats, Oyonnax Plastique, les mineurs des Cévennes, les sidérurgistes de Longwy. Leurs banderoles se mêlent à celles de Manufrance. Ce jour-là, Saint-Étienne n'est pas seulement une ville qui défend son usine. C'est le point de convergence d'une France ouvrière qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Les mines, l'acier, le textile, les armes, tout ce qui faisait la France industrielle est attaqué en même temps, de toutes parts, et personne dans les bureaux parisiens ne semble entendre. 4 jours plus tard, le 22 octobre, les ouvriers occupent les locaux du cours Foriel. L'organisation est quasi militaire. Tour de garde à toutes les portes. Sécurisation des ateliers. Contrôle strict des entrées et sorties. La vie quotidienne s'organise comme dans une cité assiégée. Cuisine collective, dortoir improvisé, visite des familles encadrées, assemblée générale quotidienne. Les syndicats CGT et CGC portent le front principal. La CFDT est plus réservée. La CFTC et FO jouent un rôle secondaire. Parmi les meneurs figurent Jackie Monat et Monique Garnier, déléguée CGT, dont les noms reviennent dans chaque article de presse de l'époque. Monique Garnier quittera plus tard le mouvement, sceptique sur la viabilité de la coopérative ouvrière. Mais en octobre 1980, elle est là, dans les ateliers occupés, au milieu des machines immobiles. Et les ouvriers font quelque chose d'extraordinaire. Ils reprennent la tactique inventée 7 ans plus tôt par les ouvriers de l'IP à Besançon en 1973. Ils constituent un trésor de guerre. Entre 5 000 et 6 000 fusils, certaines sources gonflent le chiffre jusqu'à 40 000, ce qui est manifestement exagéré, sont dissimulés puis transférés dans un entrepôt de Saint-Ouen, protégé par le syndicat du livre. Ces fusils sont le levier de négociation d'une armée ouvrière qui n'a plus d'autre monnaie d'échange. On y reviendra. Ce trésor caché est une bombe à retardement qui explosera 11 ans plus tard. L'occupation dure. En décembre 1980, un homme encore peu connu du grand public fait son entrée dans l'histoire. Chapitre 11. Le démantèlement. Bernard Tapie a 37 ans. Né le 26 janvier 1943 à Paris, il est présenté par la presse économique comme spécialiste du rachat d'entreprises en difficulté. C'est sa première grande opération publique, celle qui lui confère une notoriété nationale avant La Vie Claire, Look, Testut, Wonder, Adidas et l'Olympique de Marseille. En décembre 1980, avec le soutien initial et controversé du maire Sanguedolce, il reprend la SA ancienne de Manufrance. Ce que Tapie fait ensuite n'est pas un sauvetage. C'est un démantèlement méthodique, exécuté pièce par pièce, avec le sens des affaires d'un homme qui sait exactement ce que vaut chaque morceau d'un corps qu'on découpe. Premier coup, le chasseur français.
Le magazine est cédé en location-gérance dès décembre 1980 à Ferret-Savinel. Entreprise familiale alors dirigée par un jeune polytechnicien de 31 ans, directeur général depuis 1977, PDG à partir de 1978. Il s'appelle Bernard Arnault. C'est son premier actif médiatique, le premier geste d'un homme qui, en 1984, rachètera Boussac-Saint-Frère pour un franc symbolique et qui, en 1989, prendra le contrôle de LCMH pour devenir le premier homme d'affaires de portière de France, puis du monde. Le chasseur français, 815 000 exemplaires en 1973, journal des chasseurs et des veuves de guerre, matrice de 4 500 000 naissances revendiquées, passe des mains de l'usine stéphanoise à celle du futur empereur du luxe. Deuxième coup, la VPC est cédée à Movitex. Troisième coup, le plus opaque. Entre avril et juin 1981, en pleine négociation apparente avec la coopérative ouvrière, Tapi organise en secret la cession des 21 magasins et 26 droits au bail à une foncière nouvellement créée, Seguero-Dolé, pour plus de 50 millions de francs, avec la caution de la Banque Verne en date du 28 avril 1981. Le tribunal de commerce valide la vente globale le 18 mai 1981. Un concurrent, la Compagnie européenne des placements immobiliers et fonciers, avait proposé un prix supérieur. La Sofal avait refusé sa caution. Les travaux académiques récents, ceux de Pierre Labardin, de Lamarre et Stoskopf, de Vuillermo, de Joly et de Zancarini-Fournel, ont mis au jour, archives comptables à l'appui, ce qui se déroulait réellement derrière le théâtre politique. Les subventions publiques qui étaient versées pour sauver Manu France financèrent de fait le remboursement des créanciers bancaires de la SA ancienne. L'argent public entrait par une porte et ressortait par l'autre. L'emploi productif, lui, s'effondrait. L'opération Tapi n'était pas un sauvetage. C'était une procédure de liquidation ordonnée, habillée en reprise, où chaque actif était vendu au meilleur prix pendant que les ouvriers, eux, continuaient de croire qu'on les sauvait. Chapitre 12. La coopérative des 500. Mais les ouvriers ne se contentent pas de croire. Ils agissent. Le 30 décembre 1980, en 6 jours de marathon juridique, une vingtaine de cadres et de syndicalistes, essentiellement CGT, fondent la Société coopérative ouvrière de production et de distribution, la SCOPD, 515 salariés y adhèrent. Et ce qu'ils font est proprement extraordinaire. Ils apportent au capital leurs indemnités de licenciement et leurs primes acédiques. Jusqu'à 9 millions de francs de leurs propres indemnités investies dans l'entreprise qui vient de les licencier. C'est le geste le plus courageux et le plus désespéré de toute cette histoire. Des hommes et des femmes qui prennent l'argent que l'État leur verse pour avoir perdu leur emploi et le réinvestissent dans la tentative de récupérer cet emploi. Une souscription populaire attire 4000 actionnaires extérieurs. 20 millions de francs sont réunis. La France des petits épargnants, celle qui lit le chasseur français depuis 3 générations, celle qui commande son robuste par correspondance, celle qui croit encore au cours Foriel, met la main à la poche. Le 26 mai 1981, la production redémarre. Les ateliers s'ouvrent à nouveau. Les machines Pratt & Whitney, silencieuses depuis des mois, se remettent à tourner. On fabrique des Robust, des Simplex, des Falcor, des Rapide, des Ideal, des Perfex, des Rena, des Omnia, des Hirondelle et un modèle nouveau, baptisé Mercure. Le 23 juin 1981, le tribunal de commerce valide l'accord. La coopérative, surnommée Manu France 3, reprend usines, machines et stocks, mais verse à la SA ancienne des redevances de marque de 2% sur les produits existants et 1% sur les nouveaux. 2%. Chaque fusil qui sort du cours Foriel enrichit encore, la société qui l'a abandonnée. Pendant quelques mois, on veut y croire. En avril 1982, le gouvernement maurois, porté par la victoire de François Mitterrand, octroie 170 millions de francs sur 3 ans. Jean Auroux, ministre du Travail,
et les 4 ministres communistes du gouvernement apportent leur soutien politique. Le patronat local proteste contre ces privilèges, mais la coopérative est un navire sans quille dans une tempête. Les magasins ont été vendus par tapis. Le chasseur français est parti chez Arnaud. La VPC est chez Movitex. Ce qui reste, c'est la production, les fusils, les vélos, les machines à coudre, sans réseau de distribution propre, sans journal fidélisant, sans catalogue à 1 500 000 foyers. C'est comme si on avait rendu au boulanger son four, mais donné sa boutique à quelqu'un d'autre. En mars 1983, la mairie stéphanoise bascule à droite. François Dubanchet, exploitant agricole, directeur de la Chambre d'agriculture de la Loire, remporte les municipales. Le soutien politique se refroidit. Les aides deviennent conditionnées au licenciement. En août 1983, un nouvel accord financier impose de nouvelles suppressions de postes. La production de bicyclettes s'arrête. L'Hirondelle, oiseau de métal noir qui avait donné son nom aux agents cyclistes de Paris, ne volera plus. Puis vient le tournant de la rigueur. En juillet 1984, les ministres communistes quittent le gouvernement Fabius. Les subventions se tarissent. La gauche, qui avait promis de sauver l'industrie française, se range à la discipline budgétaire. Les ouvriers de Manu France, qui avaient cru en Mitterrand comme on croit en un sauveur, découvrent que le sauveur a changé de politique. Le 28 novembre 1984, Bernard Tapie déclare, avec le cynisme froid qui fera sa marque, « Ils sont morts il y a 2 ans, mais survivront tant que la pompe à finances ne sera pas coupée. » La phrase est exacte. Cruelle, mais exacte. Depuis 2 ans, la SCOPD ne survit que par les perfusions publiques. Et les perfusions viennent de s'arrêter. Chapitre 13. Centenaire et linceul. Le 10 avril 1985, la SCOPD est placée en liquidation judiciaire. Sans tambour ni trompette, écrit Loire Matin le lendemain. 400 salariés restants sont licenciés. La date est vertigineuse. 1985. Exactement 100 ans après le rachat de la maison Martinier-Collin par 2 jeunes armuriers de 23 et 29 ans pour 50 000 francs or. Le centenaire de Manu France et son enterrement. Les 515 coopérateurs qui avaient englouti leurs indemnités de licenciement dans la SCOPD perdent tout. 9 millions de francs investis par des ouvriers dans l'espoir de sauver leur outil de travail, volatilisé. Les 4000 actionnaires populaires qui avaient souscrit 20 millions de francs perdent tout. L'argent des petites gens, versé par confiance dans un nom qui symbolisait la solidité depuis un siècle, est perdu. Une dernière occupation, défensive et désespérée, dure 20 mois, jusqu'en décembre 1986. Le 19 février 1986, le matériel, le mobilier et les immeubles sont vendus aux enchères. Les machines Pratt & Whitney, importées par Mimar au début du siècle, partent sous le marteau du commissaire-priseur. Les établis d'ajusteurs, polis par des décennies de mains calleuses, sont dispersés. Les outils personnels, les clés, les limes, les pieds à coulisses, que les ouvriers portaient dans les poches de leurs bleus depuis des années, ceux-là, personne ne les a réclamés. Le 20 juin 1988, les marques, brevets et modèles sont rachetés par Jacques Tavitian, homme d'affaires stéphanois. C'est le dernier acte du démantèlement. Ce qui reste de Manu France tient désormais dans un portefeuille de propriété intellectuelle. Mais l'histoire a un dernier coup de théâtre. En 1991, les NMPP découvrent dans un entrepôt de Saint-Ouen une cache de plus de 5000 fusils. Ce sont les armes dissimulées par les ouvriers occupants en 1980, protégées pendant 11 ans par le syndicat du livre. Le trésor de guerre de la dernière armée ouvrière du cours Foriel. 17 personnes, dont des dirigeants CGT et 2 experts comptables, sont poursuivis pour complicité de vol, abus de biens sociaux et recel. En juillet 1992, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne prononce de lourdes condamnations en première instance. La CGT organise en réaction, le 31 mars 1993, une manifestation nationale à Lyon qui réunit plus de 60 000 personnes,
13 ans après le grand cortège de 1980, comme un écho affaibli de la même colère. Le 2 juin 1993, la Cour d'appel de Lyon acquitte la plupart des prévenus. L'affaire Manufrance prend fin judiciairement. Et le 8 juillet 1993, dernier acte de cette tragédie de 108 ans, les 6000 fusils restants sont vendus aux enchères publiques à l'espace Foriel. 600 acheteurs se présentent dès le premier jour. Des robustes, des simplex, des falcors, des rapides, dispersés un par un, au plus offrant, dans le bâtiment même où ils avaient été fabriqués. Le trésor de guerre de la dernière armée ouvrière du cours Foriel, vendu à la pièce à des collectionneurs, des chasseurs nostalgiques et des brocanteurs, dans les murs même de l'usine qui les avait assemblés. Chapitre 14. Ce qui reste quand l'usine s'éteint. L'addition des pertes s'étale sur une décennie. 3000 à 3500 emplois directs, liquidés par vagues successives, de 4000 salariés en 1973 à 2000 en 1980, de 2000 à 515 coopérateurs en 1981, de 515 à 400 au moment de la liquidation finale en 1985. À cela s'ajoute la sous-traitance locale, qui représentait 30% de la mécanique de précision, de l'optique, des cycles et des armes de l'agglomération, soit potentiellement plus de 14 000 emplois indirects. La plupart des sous-traitants ferment dans la foulée. On passe de 2800 fournisseurs à l'apogée à environ 50 aujourd'hui. Les reconversions restent partielles. Dans les reportages de France 3 des années 2000, les anciens parlent de décès avant 50 ans, de suicides, de divorces. 30% de la mécanique de précision stéphanoise s'effondre avec Manufrance. Les armureries locales survivantes, Vernet-Caron, Chapuis-Armes, Rivolier, vivent sur des niches. La passementerie meurt sous la concurrence asiatique. Le puits Couriot avait fermé en 1973. Le dernier puits du bassin de la Loire, le Pigeot à la Ricamarie, ferme en 1983. Creusot-Loire s'effondre en 1985, la même année que la SCOPD. Giat Industrie à Saint-Chamond ferme entre 2001 et 2003. La MAS, les 11 000 ouvriers de la plaine du Treuil, ferme en 2001. Casino, dernier géant stéphanois, connaîtra à son tour de graves difficultés financières. La désindustrialisation de Saint-Étienne n'est pas un événement. C'est un processus de 40 ans dont Manufrance fut le premier acte. Saint-Étienne perd 50 000 habitants entre le pic de 1968, 223 223 Stéphanois, et le creux des années 2010. Les étapes démographiques sont la mesure exacte de la douleur. 220 000 en 1975, 204 000 en 1982, 199 000 en 1990, 180 000 en 1999, 175 000 en 2007, environ 172 000 en 2016, 23% de sa population. Une ville qui se vide pendant qu'on la regarde. Le site Manufrance a été rebaptisé Espace Foriel. Sous la mandature du Banchet, la reconversion est pilotée comme centre de congrès. Les bâtiments administratifs accueillent désormais l'École supérieure de commerce de Saint-Étienne, une extension de l'École des mines, un palais des congrès, le siège local de la Caisse d'épargne, celui de Saint-Étienne Métropole, et un magasin Carrefour. Les usines arrières ont été transformées en parking surmonté d'un jardin et d'un planétarium. La barre La Seigne, construite par Lamézière en 1916 pour fabriquer des armes de guerre en ciment armé Hennebique, est réhabilitée en bureau. Les façades d'origine sont partiellement sauvegardées. Le sigle MF subsiste au fronton. Dans les années 90, cette friche était décrite par les archives municipales comme la plus grande friche d'Europe. Aujourd'hui, c'est un campus. Propre, fonctionnel, méconnaissable. Et là où Étienne Mimard voulait, dit-on, être enterré debout face à son usine pour la surveiller pour l'éternité, là, exactement là, il y a un planétarium posé sur un parking. Le 1er octobre 1988, Jacques Tavissian avait racheté les marques
brevets et modèles aux enchères. Il avait installé un magasin-entrepôt de 1600 mètres carrés rue de Lodi, à 2 pas de la place Jean Jaurès. Il avait relancé les robustes et les simplex, refait un catalogue, ouvert quelques magasins relais, puis pivoté vers la vente en ligne. Tavissian meurt le week-end des 12 et 13 mars 2016, à 70 ans. Sa fille Carole Tavissian, diplômée de l'école de commerce de Saint-Étienne, celle-là même qui occupe aujourd'hui les anciens bureaux du cours Foriel, reprend la gérance. Elle recentre la marque sur les univers nature, maison, textile, coutellerie, Made in France. Le chiffre d'affaires, qui avait atteint 1 500 000 € avec 12 salariés en 2012, est retombé à 400 000 € avant de remonter. La boutique rue de Lodi est désormais fermée. L'activité est quasi exclusivement numérique. Face à la désindustrialisation, Saint-Étienne a choisi une stratégie culturelle. La Biennale International Design, créée en 1998. La Cité du Design, inaugurée en octobre 2009 sur le site de l'ancienne MAS, dans un bâtiment signé Finn Gapel et Julia Handy. Le 22 novembre 2010, Saint-Étienne rejoint le réseau UNESCO des villes créatives de design. En 2011, le Musée d'art et d'industrie organise l'exposition de référence. C'était Manu France, un siècle d'innovation, 1885/1985. 700 mètres carrés, 450 pièces. Reconnu d'intérêt national. Carole Tavissian dira des années plus tard « Cette immense exposition a marqué un tournant. Aujourd'hui, les Stéphanois en sont fiers. » Fiers. Le mot est juste, mais la fierté est un sentiment qu'on éprouve pour quelque chose qui n'est plus là. Les catalogues anciens se revendent entre collectionneurs. L'édition de 1973, 846 pages, couverture Savignac, est devenue un objet culte. Les robustes, les idéales, les simplex, les falcor alimentent un marché de collection actif. Les machines Omnia trônent dans les brocantes du dimanche, posées sur des tréteaux, entre une pendule comtoise et un poste de radio Ducretet Thomson. Ce sont les vestiges d'un monde. Le cours Foriel est toujours planté de platanes. La façade de 115 mètres est toujours là, repeinte, nettoyée, intégrée au campus. Le sigle MF est toujours lisible au fronton. Et si vous vous arrêtez un matin d'hiver devant ce qui était le portail du 51, celui par lequel, pendant un siècle, des milliers d'hommes et de femmes entraient chaque jour pour fabriquer des fusils, des vélos et des machines à coudre, vous n'entendrez rien. Pas la sirène, pas les presses, pas le bourdonnement sourd des machines Pratt & Whitney qui tournèrent depuis le début du siècle. Rien que le vent dans les platanes nus, le bruit lointain du tramway et le silence d'une usine qui n'est plus là. Manu France est l'histoire d'un homme qui a construit un empire pour prouver à sa mère qu'elle avait tort, et qui, pour punir ses ouvriers grévistes, en 1937, a légué cet empire à sa ville plutôt qu'à ses employés. 40 ans plus tard, cet héritage empoisonné a fait de chaque décision industrielle une décision politique, de chaque licenciement un vote de confiance, de chaque restructuration un affrontement entre la gauche et la droite. Et l'entreprise, défendue comme un emblème par le PCF, la CGT, la mairie communiste et les gouvernements de gauche, puis abandonnée par tous quand le vent a tourné, est morte 100 ans exactement après sa naissance, emportant 3000 emplois, la confiance d'une ville dans son industrie et 50 000 habitants. À l'endroit exact où Étienne Mimard voulait monter la garde pour l'éternité, il y a un planétarium. On y projette des étoiles. Des étoiles artificielles, projetées sur un dôme, au-dessus d'un parking, là où se trouvait la plus grande usine de vente par correspondance de France. Le bon n'a rien de sens surveille les étoiles.